La naissance des temporeras et des temporeros et de Le Monde Invisible dans les années 1980 à 2000. J'ai exposé dans la séance précédente la mise en marche d'une stratégie de développement agraire basée sur l'exploitation de la production et la promotion d'entreprises agro-industrielles. Je vais signaler de profonds changements à différents niveaux. Dans la sphère du travail particulièrement, ce modèle de développement s'est accompagné de la création de nouvelles formes de travail agricole qui ont transformé les modes de travail traditionnels. La petite paysannerie a été remplacée progressivement par la salarisation des paysans et de la main-d'œuvre rurale en général pour des périodes de travail délimitées de l'année. Ainsi, ces nouvelles formes de travail ont donné naissance à une nouvelle catégorie sociale, celle des temporeros et des temporeras ou saisonniers et saisonnières agricoles. Il s'agit d'une nouvelle activité de travail qui a affecté la sphère du travail en elle-même, mais aussi les modes de vie, les cultures, les identités, les rapports sociaux et les représentations sociales locales. Ce sont les transformations qui ont déclenché la conformation du monde invisible autour du travail agricole lié au nouveau modèle de développement. J'avais déjà indiqué qu'avant les années 1980, la main-d'œuvre rurale était dans une large mesure paysanne. Qu'il s'agisse d'inquilinos ou de petits agriculteurs, la paysannerie était la principale activité de travail. Il s'agissait d'une économie basée principalement sur l'établissement d'un système de subsistance, mais aussi avec une petite activité entrepreneuriale alimentant les centres urbains. La culture de fruits et de légumes, mais aussi l'élevage, la production de céréales et la viticulture développée par les paysans sont devenus ainsi essentiels pour l'approvisionnement des besoins alimentaires du marché national. La redistribution des terres aux paysans avec la réforme agraire avait parmi ses propos l'objectif de développer le monde rural en renforçant cette économie paysanne. La formation des paysans et le transfert de technologies pour améliorer la productivité des exploitations agricoles étaient des politiques qui sont orientées dans ce sens. Même si la réforme agraire n'aboutit pas complètement et si l'économie paysanne ne parvint pas à atteindre un succès reconnu, le désir de mode de production et de vie paysan s'était affirmé dans une partie importante de la population chilienne. Avec la contre-réforme agraire et la promotion d'une agriculture d'exploitation, le projet de développement d'une petite et moyenne agriculture paysanne s'est dissous. L'acquisition croissante de terres de la part de privés et de sociétés par différents buyers, la remise de terres expropriées, l'adjudication de terres expropriées ou encore la vente de portions de terres des paysans et des communautés agricoles, tout ceci a changé l'orientation du secteur agricole. On peut mentionner la rupture de la situation traditionnelle qui existait à la campagne. On peut répéter que le changement dans la scène des acteurs et du type de relations sociales préexistantes n'a plus été recréé. Il s'agit d'un changement irrévocable, surtout à partir des années 1980, avec l'installation et le succès de sociétés agricoles d'exploitation au regard de l'échec de la petite et moyenne paysannerie traditionnelle. Différentes transformations ont touché le paysage physique, social, culturel et identitaire du monde rural. Dans cette nouvelle structure agraire, l'émergence des salariés agricoles ou temporeras et temporeros
comme nouvel acteur social, est devenu aussi une réponse au nouvel ordre du travail du monde rural. Avec la fin du complexe latifundium-minifundium en tant que structure, l'inquilino, le travailleur agricole, est devenu un ouvrier agricole permanent dans la minorité des cas, mais bien souvent plutôt un temporaire. L'ajustement de la demande de force de travail, qui implique une réduction drastique de la dotation stable des travailleurs salariés des exploitations agricoles et leur remplacement par des travailleurs temporaires, est une autre situation déjà réalisée et qui ne reviendra pas à la réalité préexistante. Des nouvelles formes de travail se sont établies afin de satisfaire un facteur travail, l'industrie agricole d'exploitation en croissance, dans un contexte d'établissement de modèle économique libéral. Dans ce contexte, et grâce à une législation du travail hautement flexible, est née la possibilité de travail salarié des temporeras et temporeros agricoles. Le terme utilisé au Chili pour désigner ces travailleurs est celui de saisonnier ou temporero. C'est le temps de travail qui définit les personnes qui travaillent dans l'agro-industrie d'exploitation. Le terme temporero exprime alors un changement dans le marché du travail agricole avec le passage du marché du travail agricole traditionnel à un marché moderne, soit une nouvelle forme de travail qui est traversée par des processus de développement et de modernisation. Le travail saisonnier agricole est devenu un genre de chance de travail pour le monde rural, spécialement pour les paysans, les inquilinos, qui, dépossédés de la possibilité de travail dans l'agriculture, hors l'antifundium, sans passer de réforme agraire et sans rapport direct avec la propriété de la terre, ces paysans ont dû se diriger vers cette nouvelle source d'emploi. Cette reconversion des travailleurs agricoles en salariés de l'agro-exploitation est ce qu'on appelle la prolétarisation de la main-d'œuvre agricole. Hommes et femmes sont propriétés dépendant du revenu que peut leur procurer leur activité salariée manuelle. Ce changement, qui semble tellement naturel et progressif pour la société actuelle, a produit une transformation irrévocable du monde du travail agricole. D'une part, en supprimant l'accès à la propriété de la terre et aux aides à l'exploitation de la petite agriculture, il a signifié l'exclusion des modes de travail des paysans. D'autre part, l'abandon d'un projet de développement et de vie paysan a représenté une suppression du soutien à la petite paysannerie. Pour survivre, le destin de cette tanière est maintenant de mobiliser la main-d'œuvre familiale et de participer au travail salarié des entreprises agricoles. La seule autre opportunité de travail du monde rural est ceci. Ainsi, cette transformation du monde rural a favorisé l'incorporation croissante de la main-d'œuvre agricole au travail salarié saisonnier des entreprises agricoles. Un travail spécifique caractérisé par des exigences de la production agricole d'exploitation. En effet, à la différence d'autres types de travail, le travail agricole d'exploitation est soumis aux conditions de sa production très particulières par rapport à d'autres activités. Toute production agricole dépend des conditions fixées par les ressources naturelles, le climat et les cycles de végétation des différentes espèces agricoles. Ce sont des conditions difficilement manœuvrables par l'être humain. Tout au contraire, elles exigent une haute flexibilité et l'attention à la production pour faire face, par exemple, aux gelées, aux périodes de sécheresse ou aux variations des périodes de mûrissement. Ainsi, selon ces conditions, les exigences de travail pour la production agricole diffèrent durant l'année
avec une demande de main-d'œuvre fluctuante. Ce sont ces conditions de production qui, insérées dans un cadre normatif très flexible, caractérisent le travail agricole d'exploitation comme un travail saisonnier, mobile, précaire et informel. Un travail temporaire qui suit les cycles de la production agricole. En considérant les nouvelles conditions de production agricole, le travail agricole d'exploitation est devenu en grande mesure saisonnier en fonction des rapports sociaux de la production agricole. En suivant les cycles de temporalité de production depuis les années 1960, la tendance a été de remplacer progressivement les ouvriers agricoles permanents par une main-d'œuvre saisonnière. Il faut observer ces données avec attention, surtout pour les années 1980 et 1990, parce que leur quantification exacte n'a pu être établie à partir des recensements nationaux qui ont manqué de précision dans la mesure. Actuellement, pour les périodes de récolte et d'emballage, le nombre de travailleurs saisonniers est de plus de 2 fois celui des travailleurs permanents, selon les statistiques officielles. On l'a dit, il a été difficile de faire une estimation précise du nombre et des caractéristiques des saisonniers et des saisonniers agricoles au Chili. En premier lieu, la production des statistiques officielles ne considère pas exactement la mesure de ce travail. Les statistiques régulières de l'emploi regroupent différentes catégories d'employés, comme les actifs par catégorie d'occupation ou par branche d'activité économique, ce qui ne permet pas d'apprécier le nombre concret des saisonniers agricoles. Et les recensements agricoles qui ont lieu chaque 10 ans interrogent de manière générale sur la présence d'emplois saisonniers ou occasionnels par opposition à l'emploi permanent, sans considérer par exemple la situation de travail, la durée des travaux ou la continuité des saisonniers pendant plusieurs mois de l'année. En deuxième lieu, l'invisibilité et l'informalité du travail saisonnier font que malgré la protection des identités des enquêtés lors de ces mesures, ces derniers restent toujours méfiants de l'information qu'ils remettent, ce qui produit très souvent une sous-déclaration de la situation réelle. De même, l'informalité des rapports de travail dans ce marché de travail correspond au manque de registres. En troisième lieu, les caractéristiques saisonnières et mobiles du travail agricole saisonnier rendent encore plus difficiles ces estimations. De ce fait, des sources d'informations officielles différentes donnent des chiffres discordants de travailleurs saisonniers agricoles au Chili. L'enquête Casen a comptabilisé 250 000 temporeras et temporeros en 1998. Le recensement agricole a retenu le chiffre de 280 000 en 1997 et celui de 400 000 en 2007. L'Institut national de statistique en a dénombré 457 000 en 1999 et la direction du travail chilienne estime qu'il varie entre 250 000 et 400 000. Selon d'autres études, les travailleurs agricoles saisonniers représenteraient un tiers de la force de travail du secteur agricole en atteignant 300 000 en 1995. Bref, d'après le dernier recensement agricole mené pour la saison agricole 2006 à 2007, une des sources d'informations sur l'agriculture les plus acceptées, le nombre des saisonniers agricoles au Chili serait près de 400 000 personnes pour les mois d'activité les plus importantes. En effet, la plus grande demande de main-d'œuvre est concentrée pendant les mois de récolte
et d'emballage des produits pour l'exploitation qui correspondent au mois de printemps et de l'été chilien, en particulier de novembre à avril, alors que le nombre d'employés saisonniers pour les mois d'automne et d'hiver varie entre 150 000 et 200 000. Une autre étude menée dans la région de Coquimbo a montré une brèche encore plus importante des salariés agricoles permanents et des temporaires. 82% des salariés agricoles avaient des accords de travail temporaire et seulement 18% avaient des accords de travail permanent. Selon les données disponibles, il est possible d'affirmer qu'il s'agit effectivement d'une activité qui varie selon les besoins de la production agricole, cette activité étant concentrée durant les mois de récolte et d'emballage. Mais en même temps, ces données permettent d'apprécier qu'il existe une demande de main-d'œuvre temporaire permanente tout au long de l'année. Même pour les mois d'hiver de moindre activité, la demande de main-d'œuvre saisonnière est relativement semblable à la main-d'œuvre permanente en nombre. Il s'agit plutôt d'une offre de travail permanente et oscillante dans l'année. Ces données pourraient ainsi permettre de confirmer l'existence d'un type de saisonnier qui avait été reconnu par plusieurs études, les permanentemente temporeras ou saisonniers permanents. Ces temporeros seraient des saisonniers qui passent tout au long de l'année par différentes activités agricoles et dans certains cas pour un même patron. C'est-à-dire il s'agirait d'un salarié avec du travail de type permanent tout au long de l'année, avec un suivi de contrats de travail temporaire qui empêcherait l'amélioration de leurs conditions de travail. Aussi, encore quelques questions. Essayez d'y répondre en revenant si besoin est au cours. Cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois trouvé vos propres réponses. Un travail mobile qui exige un déplacement vers les lieux de travail. D'où sont provenus les saisonniers et les saisonniers agricoles? Sont-ils résidents dans les espaces ruraux ou urbains? Il n'est pas facile de répondre à la question en considérant les difficultés pour saisir les statistiques concernant ce travail. À grands traits, ce qui a été constaté par différentes études est qu'il existerait des saisonniers résidant dans les villes ou villages, d'autres habitant dans les espaces ruraux et d'autres migrant de façon saisonnière pour la production de certaines cultures. Ce fait peut être expliqué par la présence de plusieurs usines de traitement et d'emballage, les packings, dans les périphéries des villes et par la production agricole dont les propriétés réparties de manière dispersée sur le territoire. Mais cela peut être aussi démontré par l'existence de petites villes et villages dans des zones principalement agricoles. En effet, dans plusieurs de ces cas, le travail saisonnier est devenu une des rares possibilités de travail d'une région. En fait, l'emplacement des champs et des usines agricoles a impliqué un déplacement relatif vers les lieux de travail, variant selon l'emplacement des propriétés agricoles
et des résidences des travailleurs. Selon différentes études, bien qu'un nombre important de saisonniers habitent assez près de leur lieu de travail, d'autres doivent se déplacer sur des dizaines ou des centaines de kilomètres pour se rendre dans leur lieu de travail. Malgré les difficultés pour mesurer cette proportion de saisonniers ruraux et urbains, des études ont tenté de signaler que 30% des saisonniers seraient urbains, 50% seraient ruraux et 20% habiteraient dans des secteurs ruraux urbains. Une autre étude menée sur le district Utalame, dans la région de Coquimbo, au Chili, a montré que pour la population rurale correspondant à cette circonscription, le travail agricole de l'agro-industrie représentait une importante opportunité de travail. 59% des familles du district ont déclaré compter au moins un membre qui travaillait en tant que saisonnier agricole du secteur agro-industriel d'exploitation. Ils ont représenté 62% des travailleurs déclarés et 79% des actifs du secteur agricole. Dans ce cas, il s'agit de salariés agricoles provenant d'un secteur rural qui ont travaillé dans des entreprises agricoles proches de leur résidence et donc qui ne devaient pas faire des déplacements significatifs vers leur lieu de travail. Au contraire, pour les saisonniers agricoles provenant de secteurs éloignés des productions agricoles, tant rurales qu'urbaines, les études disponibles montrent que les déplacements vers le lieu de travail ont signifié souvent un séjour. Il s'agit de saisonniers agricoles migrant temporairement en suivant les différentes productions agricoles tout au long du territoire chilien. Pour accueillir les saisonniers migrants, plusieurs entreprises ont disposé des campements, des dortoirs ou des installations dans ces mêmes propriétés agricoles afin d'assurer leur séjour. Ce sont ces lieux qui ont été critiqués pendant les années 1980 et 1990 pour leur manque de soins, de salubrité et de sécurité. Même s'il y a des exceptions, des problèmes ont été constatés au niveau des matériaux de construction, des espaces différenciés pour hommes et femmes, des conditions d'éclairage et de ventilation, de la taille des dortoirs et d'entassement. Bien qu'il ait été estimé qu'il existe un pourcentage significatif de saisonniers qui migrent entre les régions du pays, et spécialement vers les régions du nord du Chili, où il existerait moins de main-d'œuvre, des données fiables sur le nombre manquent. 13% des femmes temporaires migreraient régulièrement pour travailler. Il s'agit d'un déplacement impliquant de quitter leur foyer pendant le temps que durent les activités de récolte et d'emballage des fruits. Cependant, la plupart des temporaires réaliseraient des déplacements tous les jours vers les lieux de travail ruraux et urbains, selon le cas, pour revenir chez elles à la fin de la journée de travail. Ce contexte d'importante mobilisation vers les lieux de travail a impliqué aussi l'utilisation de différents moyens de transport, un sujet peu étudié. Effectivement, depuis quelques années, le contrôle des bus, en particulier pour les conditions de sécurité, est devenu aussi une préoccupation de l'inspection du travail. D'après les informations collectées lors de l'enquête de terrain de Temara Heron, parmi les éléments contrôlés par les inspecteurs se trouve l'indication des transports comme bus des travailleurs, l'état du véhicule, le nombre de passagers et les permis de conduite des chauffeurs. En résumé, l'émergence de cette nouvelle forme de travail agricole s'est accompagnée de l'exigence de nouvelles formes de déplacement
entre les foyers des salariés et leur lieu de travail. Déplacements très différents des déplacements ruraux traditionnels où les petits paysans habitaient souvent dans les champs mêmes qu'ils cultivaient et où les inquilinos habitaient dans les mêmes propriétés que leurs patrons. Les transformations de la structure agraire d'une part et la demande croissante de main-d'œuvre agricole saisonnière d'autre part ont ainsi déclenché de nouvelles et différentes formes de mobilité des travailleurs pour se rendre dans les entreprises agricoles. Un travail en contact avec un environnement agricole productif, la santé et les maladies professionnelles des saisonniers agricoles. Une autre particularité inhérente à cette nouvelle forme de travail agricole porte sur le rapport avec la terre et l'environnement agricole en production intensive. À la différence du travail agricole extensif, l'agriculture d'exploitation s'est accompagnée de l'introduction de nouvelles technologies de production agricole pour rendre celles-ci plus productives et efficientes, en incluant l'utilisation de produits chimiques et de pesticides, entre autres. Ce sont de nouvelles conditions environnementales du travail agricole qui ont déclenché différentes maladies professionnelles inconnues avant. Ainsi, les saisonniers agricoles ont été exposés au-delà de ce qui est recommandable à des pesticides et des produits agrochimiques à cause de mauvaises conditions de stockage et des manipulations impropres, ce qui a été constaté par des études menées dans les exploitations agricoles. Cette exposition a été associée à des allergies, des irritations, des problèmes respiratoires et des intoxications, entre autres. Son utilisation mal contrôlée a été aussi associée à la naissance d'enfants atteints de malformations congénitales, sujet qui manque d'études épidémiologiques au Chili. Par définition, les pesticides ne sont pas inoffensifs pour la santé des êtres humains et pour la vie en général. En effet, les tendances mondiales de la production agricole s'orientent de plus en plus vers la culture de produits bénins qui utilisent de moins en moins de produits chimiques et qui gèrent leur production de façon organique ou au moins plus sûre. Cependant, l'exigence de produire des fruits et des légumes parfaits, c'est-à-dire de belles formes, textures et couleurs, résistant aux processus de stockage et d'envoi aux marchés de destination différents et éloignés, font que les agriculteurs préfèrent toujours utiliser ces produits. Un autre problème lié à l'environnement du travail s'est présenté dans cette nouvelle forme de travail, particulièrement avec le travail agricole saisonnier en plein air. Avec l'importante diminution de la couche d'ozone qui a fait crise vers la fin des années 1980 et qui a abouti à l'établissement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le territoire chilien s'est vu spécialement affecté. En effet, le Chili présente des niveaux de radiation très élevés, non seulement lors des mois de printemps et d'été, sinon tout au long de l'année. À titre de référence, il est estimé qu'un Chilien, à ses 18 ans, a déjà reçu la dose de rayons UV qui a reçu une personne de 60 ans. Ainsi, cette exposition permanente à un soleil essentiellement nocif a déclenché souvent des coups de soleil et des insolations chez les travailleurs agricoles qui travaillent surtout dans les champs. Même si actuellement la législation chilienne exige l'utilisation de chapeaux de soleil et de crème solaire,
Quotidiennement, ce n'est pas une pratique habituelle. Des études et des analyses sur les indices de cancer de peau des personnes travaillant exposées au soleil seront probablement aussi souhaitables dans l'avenir. Cependant, le problème des maladies professionnelles associées à ce travail a été encore plus grave si l'on considère les irrégularités pour l'accès à la sécurité sociale au Chili. L'absence de contrat de travail ou l'existence de contrats de travail de courte durée, une sorte de contrat de chantier calibré par la durée des activités de chaque culture, font que l'accès au système de santé et de pension chilien a été compliqué par sa nature mixte qui exige une cotisation des travailleurs tout au long de l'année. En résumé, ce nouveau contexte de production intensive de l'agriculture a favorisé aussi des transformations dans les pratiques de travail en affectant la santé des saisonniers agricoles. De nouvelles maladies professionnelles ont émergé pour ces travailleurs à cause des mauvaises manipulations et de contrôles insuffisants. Maladies qui ensuite n'ont pas été soignées à cause d'une protection sociale déficiente. Conditions de travail et salaire. La précarité au centre du travail agricole saisonnier. Différentes études menées au cours des années 1980, 1990 et 2000 ont montré que le travail agricole saisonnier n'a pas été formalisé par l'établissement de contrats de travail respectant la législation du travail chilienne. Il s'agit d'un problème qui est dû en grande majorité au vide que le Code du travail chilien a laissé concernant le travail agricole saisonnier. On avait déjà averti qu'une politique explicite sur l'emploi saisonnier devrait se mettre en place pour résoudre les problèmes croissants du travail saisonnier agricole. L'absence de contrats de travail et de cotisation de sécurité sociale a été une pratique habituelle pour le travail agricole saisonnier qui l'a différencié des emplois permanents. Parmi les faibles données disponibles sur ce sujet, les études ont montré que la moitié des saisonniers et des saisonnières travaillent sans contrat de travail. Et selon l'enquête de caractérisation socio-économique nationale de 1997, seulement 36% des saisonniers agricoles avaient signé un contrat de travail, ce qui indiquerait une dégradation de la situation. De plus, cette même enquête a montré que 67% des travailleurs saisonniers agricoles ne payaient pas leurs cotisations et donc n'avaient pas droit à une sécurité sociale. Le manque de contrats de travail et d'accès à la sécurité sociale a été déclaré comme un sujet complexe, spécialement en ce qui concerne sa logique. D'une part, cette absence a été expliquée par un manque de réactivité des patrons des exploitations agricoles afin de fuir abusivement leurs obligations légales. D'autre part, il s'agirait aussi d'un choix des saisonniers qui ont voulu éviter cette démarche afin de garder la somme la plus élevée possible d'argent. En évitant des réductions dues aux cotisations sociales, les saisonniers ont cherché à recevoir des salaires nets plus hauts et les patrons ont tenté de dépenser moins en main-d'œuvre, le facteur de production fixe le plus important. De la même façon que pour les faibles données disponibles sur l'existence de contrats de travail et l'accès à la sécurité sociale, les informations sur les salaires des saisonniers agricoles ont été d'autant plus rares que les modalités de paiement sont irrégulières. Selon différentes études, les salaires sont payés de deux manières principales, par journée de travail qui peut ou non considérer des heures de travail supplémentaires et à la pièce selon la productivité et l'efficacité de chaque travailleur.
Ainsi, les salaires sont très variables au-delà de leurs conditions temporaires. Les saisonniers agricoles recevaient des salaires en moyenne 24% plus élevés que les salaires des travailleurs agricoles permanents qui ne travailleraient pas sous pression avec des heures supplémentaires. Cependant, ces données ne considèrent pas les durées des journées de travail, les exigences du travail, ni d'autres avantages dont bénéficient les travailleurs permanents. En effet, la journée de travail des saisonniers agricoles dépasse la journée de travail réglementaire, principalement dans les tâches réalisées dans les centres d'emballage des fruits pour sa commercialisation. Les statistiques des programmes de contrôle de la direction du travail ont confirmé un manquement régulier aux horaires légaux de travail. Lors du premier semestre 2000, 41% des entreprises contrôlées par l'inspection du travail présentaient des problèmes par rapport aux journées de travail, tant en ce qui concernait la durée que le paiement d'heures supplémentaires et le droit à des jours de repos. Ce problème réglementaire à propos des journées de travail constitue une des principales fautes des entreprises agricoles. Malgré la différence salariale entre permanents et saisonniers en faveur de ces derniers, qui serait en rapport avec les salaires des ouvriers urbains, ces enquêtes ont montré que les salaires restaient insuffisants par rapport au coût de la vie du pays. Du reste, les principaux désaccords des saisonniers avec leur employeur portent sur les questions salariales. En résumé, les conditions de travail des saisonniers agricoles sont très particulières. Les caractéristiques inhérentes à la production agricole ont transformé le travail des différents salariés avec un cadre normatif faible et peu contrôlé. Ainsi, le travail agricole saisonnier se définit avant tout comme un travail précaire. Quelles possibilités d'organisation des saisonniers agricoles dans un contexte temporaire? Dans ce contexte, la question de l'organisation des saisonniers agricoles surgit inévitablement. Le caractère temporaire du travail agricole saisonnier a eu aussi une incidence sur la possibilité de leur organisation syndicale. Au-delà des facultés et des restrictions que la législation du travail confère à ces saisonniers, le seul fait que le travail soit transitoire fait que l'organisation syndicale est entravée. Même si la syndicalisation peut être considérée comme un espace pour défendre le droit du travail et comme un outil pour demander une amélioration des conditions de travail, la participation syndicale est demeurée très faible, tant pour les saisonniers agricoles que pour les travailleurs chiliens en général. Rappelons que pendant le régime militaire au Chili, le droit à la syndicalisation et à la négociation collective a été très limité. En général, en effet, les syndicalistes ont été poursuivis par les dictatures latino-américaines. C'est seulement avec le retour de la démocratie, à partir de l'année 90, que les taux de syndicalisation ont augmenté de 15% et que les négociations collectives ont eu des débouchés. Mais cet effet s'est apprécié seulement jusqu'en 1992, année où ces indicateurs ont montré une décroissance soutenue jusqu'à l'année 2002. Ainsi, en 2007, le taux de syndicalisation a atteint 11% du total des employés, un chiffre important pour l'histoire récente du syndicalisme au Chili, mais faible en comparaison de la moyenne des pays qui font partie de l'OCDE, qui possèdent des taux de syndicalisation autour de 30%. Bref, l'adhésion des travailleurs et des travailleuses a manqué aux organisations syndicales et dans les négociations collectives. Le climat social et culturel d'une part
et le cadre normatif et pratique du travail de l'autre n'ont pas favorisé la participation ni l'action sociale au travail. Le manque de promotion d'une organisation syndicale avec un contrôle déficitaire des pratiques entrepreneuriales qui entravent les libertés syndicales ont abouti à une faible participation des travailleurs et des travailleuses. Pourtant, les recommandations pour améliorer le climat du travail au Chili proposent, entre autres, de fortifier l'institution du travail et d'augmenter la confiance entre les acteurs du monde du travail. Une telle problématique concerne aussi le travail agricole saisonnier. Un monde invisible érigé autour et au-delà du travail agricole saisonnier. J'ai déjà montré que malgré l'imprécision des données officielles, les études disponibles indiquent que le travail agricole saisonnier lié à l'agro-industrie a émergé avec plusieurs caractéristiques spécifiques qui le différencient du travail agricole lié à la petite agriculture et à l'agriculture extensive. L'activité paysanne a été modifiée par de nouvelles offres de travail consécutives à l'aliénation des terres paysannes d'une part et à l'éventualité de compter sur un salaire de l'autre. Le travail paysan, qui se caractérisait par un développement dans des unités familiales auxquelles plusieurs membres participaient, a été remplacé par un travail salarié pour des tâches de culture, récolte, nettoyage et emballage des fruits dans des entreprises agricoles. Les particularités de ce travail font partie du monde invisible qui est lié directement au travail agricole saisonnier. Cependant, il est aussi possible de différencier d'autres particularités du monde invisible du travail agricole saisonnier qui vont au-delà de l'activité du travail elle-même. Parmi ce genre d'attributs, les études réalisées entre les années 1980 et 2000 ont aussi permis d'éclaircir quelques points sur d'autres transformations des travailleurs paysans et de leurs familles et de la société rurale en général avec cette nouvelle forme de travail. Par exemple, si dans le système de latifundia, les familles paysannes et les patrons se connaissent et étaient en rapport régulier, dans ce nouveau modèle, les salariés et les patrons se connaissent très rarement. Et ce type de rapport distant des travailleurs et des familles paysannes avec leurs patrons s'est accentué encore par la suite avec l'arrivée des sous-traitants de main-d'œuvre agricole, souvent dans un contexte de travail informel. Ainsi, le travailleur agricole est devenu un inconnu pour le patron de l'entreprise et vice-versa. Une autre particularité du monde invisible du travail agricole saisonnier de ce type porte sur les transformations sociales, identitaires et culturelles. La prolétarisation du travail agricole a été accompagnée par une logique nouvelle au sein des familles paysannes. La vente de la force de travail en échange d'un salaire a représenté une nouvelle signification du travail en changeant l'identité du travail agricole. Si entièrement l'identité au travail était en relation avec un mode de vie en contact avec l'agriculture et l'environnement, le nouveau travail agricole saisonnier comporte une relation marchande. Il implique un accès à de l'argent qui permettra de couvrir les besoins familiaux et non comme c'était auparavant pour les paysans avec une agriculture de subsistance. Ainsi, être temporaire ou temporera, c'est maintenant faire partie d'une société différente, d'une société de consommation. Non seulement d'une société qui doit acheter pour satisfaire ses besoins, mais aussi d'une société qui a commencé à se différencier et à s'individualiser par la consommation, comme l'avait déjà constaté Baudrillard. Une dernière particularité du monde invisible du travail agricole saisonnier
identifiés par les études des années 1980 et 1990 portent sur la présence et la place des femmes dans ce nouveau travail. À la différence des rôles et des relations de genre du travail agricole précédent, aujourd'hui, la femme est appelée à participer à ce nouveau travail en satisfaisant une partie importante de la demande de main-d'œuvre agricole. Voici quelques questions. Répondez s'il vous plaît en revenant au cours si vous en ressentez le besoin. Cliquez seulement sur les solutions une fois trouvées vos propres réponses. Ces données officielles peuvent se comparer aux résultats obtenus dans l'étude menée à Ouatoulam que j'avais déjà évoquée, qui a montré que chez les salariés agricoles permanents, 91% correspondaient à des hommes, soit 9% pour les femmes, alors que les salariés agricoles saisonniers étaient à 56% des hommes, soit 44% des femmes. Ainsi, on constate une quasi-exclusion des femmes des activités de travail agricole permanentes, autour de 10%. En revanche, la participation des femmes aux activités agricoles saisonnières, et spécialement aux activités agricoles saisonnières de quelques mois de l'année, les mois de plus importante activité, est beaucoup plus importante. On pourrait en déduire que la participation des femmes à ce marché du travail est marginalisée à quelques mois de l'année, en caractérisant son travail comme un travail précaire, instable et passager. Pour en juger, il faut reprendre ces données en les insérant dans le contexte chilien du travail féminin. En effet, ce pourcentage des femmes saisonnières est relativement important si l'on compare ces données aux statistiques générales du travail au Chili. Le taux de participation des femmes à la population active a été historiquement faible en comparaison avec d'autres pays. Entre les années 1990 et 2000, ce dernier n'a pas dépassé les 30%, et c'est seulement durant les 5 dernières années que cet indicateur a dépassé les 40%. Nous voyons sur le graphique que la part des femmes dans le travail agricole est très réduite parmi les permanents et les saisonniers de mai à octobre, ce qui correspond à l'hiver au Chili. La part des femmes pour la période de récolte est beaucoup plus grande, néanmoins toujours très réduite, avec un tiers des femmes saisonnières et 2/3 des hommes saisonniers. Voici un graphique qui montre le taux de participation des femmes à la population active au Chili et quelques autres pays de 1986 à 2009. Le Chili correspond à la ligne noire foncée et plutôt dans la partie inférieure du graphique. Le Chili possède un des taux de participation des femmes au marché du travail les plus faibles de l'Amérique latine et qui est très éloigné de ceux des pays de l'OCDE. Et dans les secteurs les plus vulnérables de la population, cette participation est encore plus faible.
En 2006, seulement 27% des femmes appartenant au quintile le plus pauvre de la population chilienne participaient au marché du travail, à la différence du quintile le plus élevé où la participation des femmes atteint 60%. Cette basse participation des femmes au marché du travail a aussi affecté la couverture sociale, qui est plus faible que celle des hommes. En ce qui concerne les salaires, les différences importantes entre les revenus des hommes et des femmes sont également constatées. Les salaires des femmes correspondent en moyenne à 70% des salaires des hommes. Différentes études récentes sur les conditions qui affectent la participation des femmes au marché du travail chilien ont montré que cette situation inégalitaire est liée au fait que les femmes ont une formation professionnelle faible, des contraintes pour le soin des enfants éventuellement malades, des trajectoires de travail différentes aux hommes. Les femmes ont des parcours de travail plus courts et variables, avec des périodes de chômage plus importantes. Pour quelques experts, un autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur la faible participation des femmes au travail est la rigidité des contrats de travail. En comparaison avec d'autres pays ayant des taux de participation féminin au travail plus importants, le Chili promeut moins les contrats à durée déterminée et les contrats plus flexibles en général, tels les travaux temporaires avec les entreprises de sous-traitance et la flexibilisation des durées des journées de travail. Une autre explication sur la faible participation des femmes au marché du travail chilien porte sur le modèle culturel prédominant au Chili de la famille traditionnelle, où l'homme serait le fournisseur de l'apport financier et la femme serait la chargée des soins de la famille. En effet, des modèles culturels relatifs à la famille et aux rôles sociaux de l'homme et de la femme, modèles masculin et féminin transmis par la famille originaire, présence ou non de mères travailleuses, géniteur critique ou non de l'ordre de genre, se trouveraient parmi les déterminants de la décision de participation de la femme au Chili au marché du travail. Ainsi, les résultats d'une étude empirique menée récemment ont montré que des contextes machistes présentent un effet négatif important sur l'incorporation des femmes au travail rémunéré. De la même façon, des femmes ayant des positions plus conservatrices quant au rôle traditionnel de genre ont une plus faible disposition à participer au marché du travail. Bref, affectée par différents facteurs, la participation des femmes au marché du travail chilien a été historiquement très faible. Dans ce contexte, la situation du travail agricole saisonnier, selon les données officielles, serait en accord avec la tendance nationale. Cependant, d'autres études ont montré que la participation des femmes saisonnières est beaucoup plus importante que celle des femmes chiliennes en général. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Existe-t-il une féminisation du marché du travail agricole saisonnier? Si les activités invisibles et informelles sont en général peu quantifiées et sous-estimées, la participation des femmes dans ces activités a été encore plus sous-évaluée. S'il a été difficile de mesurer le travail agricole saisonnier, la participation des femmes dans ce secteur économique l'a été encore plus. Une importante augmentation de la demande de travail salarié féminin avec l'expansion d'une agriculture moderne a été détectée par plusieurs études menées entre les années 1980 et 1990. Les exigences de cette nouvelle production agricole portaient sur un ensemble d'activités, quelques-unes connues comme le travail au champ et d'autres inédites, telles l'emballage des produits pour leur commercialisation.
Pour faire face aux nouvelles demandes de l'agro-industrie, il fallait compter sur des mains petites et fines, propres et soigneuses, pour manipuler et arranger les fruits et les légumes pour la commercialisation. Des activités qui ont été attribuées à des qualités féminines, la délicatesse et la minutie inhérentes aux femmes, acquises grâce au processus de socialisation familiale différencié par genre. Ce processus du marché du travail agricole s'explique non seulement par l'expansion de la superficie plantée en fruitiers et légumes, mais depuis ses origines, par l'exiguïté des revenus des travailleurs de la campagne. En effet, la modernisation de la campagne supposait de pouvoir compter sur une main-d'œuvre adéquate aux nouvelles exigences de production, mais aussi bon marché, pour pouvoir impulser et promouvoir la nouvelle entreprise agricole. Ainsi, les femmes et les jeunes sont devenus une très bonne alternative de main-d'œuvre compétente et avantageuse pour contribuer à la croissance de ce secteur. D'après différentes études, l'incorporation des femmes au travail agricole saisonnier a montré des niveaux très importants qui ont surpassé les taux historiques de participation au marché du travail. Au début des années 1990, on estima que les temporeras formaient plus de la moitié des saisonniers agricoles. D'après ces études, elles représentaient 52% du total des travailleurs saisonniers agricoles. Et dans quelques cultures, ce pourcentage pouvait s'élever jusqu'à 62%, comme dans le cas de la production du raisin de table. D'autre part, l'étude menée à Huatulam indiquait un pourcentage de 44%. Cette importante participation des femmes au marché du travail agricole saisonnier, en regard à la participation féminine au marché du travail national, reconnue par différents auteurs au cours des années 1980 et 1990, est associée à un phénomène de féminisation de ce travail saisonnier. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de cette demande était satisfaite par les femmes, à la différence du marché national. C'est la raison pour laquelle plusieurs auteurs ont parlé d'une féminisation du marché du travail agricole et d'une prolétarisation féminine. Mais la participation des femmes au travail agricole saisonnier fut comprise aussi comme une stratégie familiale pour répondre aux problèmes économiques des années 1980 et 1990. Un deuxième salaire par foyer aidait à surmonter des situations économiques difficiles. À ce fait s'ajouta le nombre croissant de femmes chefs de famille au cours des années 1990, pour qui le travail agricole saisonnier devenait un moyen d'accéder à un salaire et de subvenir à leur foyer. Cet argument pourrait aussi être associé directement aux transformations dans la structure agraire depuis la fin des années 1970, marquée par une diminution de la petite paysannerie et une aliénation des propriétés familiales. Dans ce contexte, les femmes qui étaient dédiées aux tâches domestiques avant et aux activités agricoles des petites parcelles auraient dû maintenant changer pour intégrer ce nouveau marché du travail. Cependant, les données manquent sur ce sujet. Je passe au profil de la femme temporaire avec quelques références démographiques. En ce qui concerne le profil démographique des temporeras, différentes études menées au cours des années 1980 et 1990 ont montré que celles-ci étaient des femmes d'âge moyen, ni trop jeunes ni trop âgées. Selon une étude de 1995, 55% d'elles avaient entre 25 et 44 ans,
Une autre étude menée dans une zone rurale de la 5e région, à laquelle, dans laquelle on peut trouver des résultats similaires, l'âge moyen des salariés agricoles était de 37 ans, de 38 ans pour les femmes et de 37 pour les hommes. Ce fait a été expliqué par l'augmentation des années d'éducation obligatoire à 12 ans et par les possibilités offertes de suivre des études supérieures techniques ou le premier cycle, ce qui a empêché l'intégration des femmes et hommes au marché du travail avant l'âge de 20 ans. En ce qui concerne la situation maritale, une étude a montré que plus de la moitié des femmes étaient ou avaient été mariées et plus de la moitié d'entre elles avaient des enfants. Au même moment, d'autres études ont dévoilé qu'une importante partie des temporeras étaient aussi chefs de famille. Dans les différents cas, les salaires perçus étaient une partie importante des revenus familiaux. Quant à la part des femmes dans les migrations de travail agricole saisonnier, des études ont mis en évidence qu'elles ne participaient pas de manière significative à ces déplacements. Seuls 13% d'entre elles migraient pour des raisons de travail, beaucoup moins que les hommes, dont 28% migraient. Le travail des temporeras. Est-ce que le même que celui des temporeros? L'importante entrée des femmes dans le travail agricole saisonnier n'a pas signifié nécessairement les mêmes conditions de travail que pour les hommes saisonniers. Les saisonnières n'ont pas eu droit à l'égalité des chances avec les hommes, même si quelques facteurs les ont parfois privilégiés. Les inégalités de genre du travail agricole saisonnier, constatées dans les études des années 1980 et 1990, ont été liées à une différenciation des tâches entre les hommes et les femmes. On l'a dit, les femmes auraient été recherchées pour la production agricole grâce à certaines qualités inhérentes à celle-ci, comme la délicatesse et la minutie. Ainsi, la littérature montre qu'elles ont été dédiées principalement aux nouvelles tâches de la production agricole qui sont en rapport avec la préparation et le conditionnement des fruits et des légumes pour leur exploitation. Tâches qui ont lieu dans les champs, préparation des fruits et des légumes avant la récolte, processus de récolte, et principalement dans les usines d'emballage ou packing, nettoyage, sélection, pesage et emballage des produits agricoles. Au même moment, les hommes sont spécialisés dans les tâches qui exigent plus de force physique, dans les champs, entretien des arbres, taille, application de produits agrochimiques, entre autres, et dans les packings, palettisation, charge, maintenance, entre autres. C'est-à-dire des activités requérant des qualités plus masculines, comme la force, l'énergie et la puissance physique en général. Il s'agit donc d'une intégration différenciée au travail agricole saisonnier par genre, qui a entraîné des particularités dans le travail des temporeras et des temporeros. Voici un schéma indiquant l'âge des temporeras et des temporeras en 2008-2009. En jaune, les 36-45 ans. Les moments de travail que les femmes ont occupés ont été plus temporaires que ceux occupés par les hommes. Ainsi, les temporeras auraient moins de mois d'activité par an que les temporeros. Une étude a montré que cette différence allait de 236 jours travaillés par an pour les hommes à 156 jours travaillés pour les femmes par an, soit une différence de plus de 80 jours travaillés par an. L'étude menée à Ouaddalam a confirmé cette tendance.
Elle a montré que les temporeros travaillaient en moyenne 7 mois par an, alors que les femmes travaillaient 5 mois. Cette différence des temps de travail tout au long de l'année correspond aux périodes de chômage plus étendues pour les femmes. En même temps, cette différence a affecté les cotisations de sécurité sociale, les femmes étant moins couvertes tout au long de l'année. En deuxième lieu, en ce qui concerne la formalisation d'un contrat de travail, les femmes auraient pu être privilégiées par rapport aux hommes dans les tâches réalisées dans les packings. Mais dans les tâches réalisées à la campagne, ce serait le contraire. Les hommes ayant plus de contrats que les femmes. Ce fait a été expliqué par la visibilité qu'impliquent les travaux des femmes dans les packings. C'est le moment préalable à la commercialisation dans des établissements bien repérés et visités par des autorités, des partenaires commerciaux et d'autres secteurs. À la différence des travaux dans les campagnes, beaucoup plus invisibles et répandus sur le terrain. En troisième lieu, en ce qui concerne les salaires, une étude a montré aussi les différences entre les hommes et les femmes. Les tâches de packing réalisées principalement par les hommes, comme le nettoyage ou l'emballage des fruits et des légumes pour la commercialisation, auraient été mieux rémunérées que d'autres tâches réalisées plutôt par les hommes. L'étude menée à Huatulam montre des données similaires quant à une ségrégation favorable au salaire des femmes saisonnières, spécialement de celles travaillant dans les packings. Elles auraient des salaires un peu plus élevés que ceux des hommes, de 109 pesos chiliens pour elles, contre 105 pesos chiliens pour eux. Ainsi, l'emploi saisonnier paraît être plus intéressant pour les femmes, spécialement pour celles travaillant dans les packings. Cependant, il s'agit d'un avantage relatif des femmes, puisqu'il s'agit de travaux qui impliquent moins de mois par an et qui exigent de longues journées de travail. En effet, la durée de la journée de travail est aussi différenciée par tâche, et les femmes auraient eu des journées de travail plus longues que celles des hommes. La même étude a constaté que pour la plupart des hommes, 70%, la journée de travail ne dépassait pas les 8 heures réglementaires. Pour les femmes, bien que la moitié d'elles aient aussi des journées de durée réglementaire, 15 avaient des journées de 9 heures, 18% des journées de 10 heures et 15% des journées de plus de 11 heures. Je passe à la double journée de travail des temporeras. Avec la salarisation des femmes, notamment les femmes d'âge moyen, mariées et mères, se pose la question de la double journée de travail. Qu'en est-il du travail domestique réalisé par les femmes temporeras qui avaient effectué déjà une longue journée de travail salarié? Une étude a montré que seules les femmes célibataires auraient été libérées des tâches domestiques, étant donné que seulement 9% d'entre elles auraient été les responsables des soins du ménage. Dans les autres cas, des femmes mariées, concubines, veuves ou séparées, 67% ont été les seuls responsables des soins du ménage et seulement 7% auraient partagé les tâches domestiques avec un autre membre du foyer. Soit plus des 2/3 des temporeras ont eu une double journée de travail, l'une salariée et l'autre domestique. En suivant cette approche de genre, ce fait a constitué une des différences importantes entre temporeras et temporeros. Leur implication différenciée dans les activités domestiques grâce au maintien de rôles traditionnels de genre à l'intérieur de la famille a impliqué une double journée de travail au moins pendant les mois de travail salarié. Pendant ces périodes, les femmes auraient consacré au moins 3 heures par jour aux tâches domestiques, ce qui correspondrait à 38% de la journée de travail réglementaire additionnelle.
Ainsi, dans un premier moment, la modernisation de la production agricole au Chili n'a pas apporté nécessairement un renouvellement des rapports de genre ou des responsabilités entre hommes et femmes dans la sphère privée. En effet, le travail de temporera a produit une concurrence entre le travail salarié et le travail domestique, qui s'est traduite en une surcharge de travail pour les femmes et en une tension des rapports à l'intérieur du noyau familial. Le travail saisonnier s'est superposé au modèle traditionnel de genre dans la sphère domestique en produisant une double journée de travail pour les femmes. Et les acquis. Modernisation aussi des rapports de genre dans la sphère privée. Les études des années 1980 et 1990 ont montré que la sphère des rapports de genre n'aurait pas vraiment changé. La structure de pouvoir à l'intérieur des noyaux familiaux, la division sexuée des tâches domestiques, la permanence d'une éducation sexiste et la reproduction des normes traditionnelles de genre, entre autres, ont été des éléments conservés dans la société locale au mépris du processus de développement et de modernisation. Cependant, la configuration des temporeros et des temporeras comme une nouvelle catégorie de travailleurs agricoles, et spécialement l'accès des femmes à un travail salarié, a contribué quand même à produire quelques changements. Les temporeros et les temporeras ont commencé à être perçus comme des gens modernes qui s'intégraient au nouveau contexte productif. Pour les femmes, l'accès à un travail rémunéré leur a permis d'avoir et de gérer un capital. Pour elles, cette modernisation a impliqué l'accès à des biens de consommation ou à des services autrefois inaccessibles, et avec ceux-ci, à toute une demande de différenciation et d'individualisation, comme l'avait annoncé Brodia en 1974. Cet accès à des biens de consommation a produit de nouvelles préoccupations chez les temporeras, comme par exemple d'être à la mode avec de nouveaux vêtements et de la musique moderne, ou encore l'intérêt pour reprendre des études et perfectionner leur formation professionnelle. Les travaux des chercheurs ont montré que l'accès à ce nouveau capital a permis à quelques temporeras de payer leurs études universitaires et ainsi devenir des professionnels. En résumé, l'accès des temporeras au travail salarié par leur intégration à une production agricole moderne a produit quelques changements dans les rapports de genre au cours des années 1980 et 90. Bien que les études de l'époque n'aient pas mis en évidence des transformations significatives, des indices de changement ont pu être perçus. On peut donc penser que l'intégration des temporeras au monde de la consommation et en général le nouveau intérêt ont été des faits qui ont généré au fil du temps des changements plus importants sur les rapports de genre, l'identité ou la culture des saisonniers et des saisonnières agricoles. Dans ce contexte de modernisation et de croissance d'une agro-industrie d'exploitation, les données et les études montrent que les femmes ont été particulièrement touchées par les conditions de travail et d'emploi irrégulières. L'accès des femmes à un travail plus instable que celui des hommes a augmenté leur vulnérabilité et réduit l'accès à la sécurité sociale. De plus, les conditions de travail qui leur ont été imposées, comme les longues journées de travail ou du travail dans des infrastructures dangereuses et insalubres, ont été des facteurs centraux dans l'émergence d'un travail spécialement précaire.
La féminisation du marché du travail agricole saisonnier a mis en évidence une ségrégation sexuée dans l'organisation du travail agricole des années 1980 et 1990. L'activité de travail des femmes se situait dans les périodes les plus intensives des récoltes et de l'emballage. Les postes de travail permanents ont été réservés aux hommes, tandis que les postes de travail temporaire ont été plutôt occupés par les femmes. De cette façon, l'organisation sexuée des postes de travail stables et temporaires s'est maintenue tout au long de l'année et s'est reproduite chaque année avec le cycle des productions agricoles. De plus, le travail agricole saisonnier féminin est entré en concurrence avec l'exercice d'activités de travail non rémunérées réalisées en grande partie par les femmes. Des activités destinées principalement à la famille, comme les tâches domestiques, mais aussi des activités destinées à des tiers, comme des travaux communautaires ou des soins aux voisins, d'où une prolongation de la journée de travail. Les études des années 1980 et 1990 ont souligné spécialement les problèmes de précarité des temporeras. Elles ont dénoncé les longues journées de travail qu'elles devaient accomplir, bien au-delà de ce qui était autorisé par la loi. Mais aussi les mauvaises conditions de travail, toilettes, hygiène, sécurité, protection du soleil, etc., dans des infrastructures qui ne leur permettaient même pas de boire un verre d'eau potable, ou encore des bas salaires qui étaient insuffisants pour faire face aux besoins familiaux minimaux. Mais le travail agricole saisonnier a eu un sens économique. En tant que mode de subsistance et d'insertion dans l'économie de marché, en offrant une possibilité de revenus et un moyen de surmonter des situations de pauvreté, et en permettant d'accéder à de nouveaux biens et de nouveaux services. Dans une perspective extra-économique, il a donné une possibilité de développement personnel et de mobilité sociale, de liberté et d'autonomie, surtout pour les temporaires les plus jeunes. Une étude menée au début des années 1990 a signalé les aspects positifs que ce travail représentait pour les temporaires. Tout d'abord, 36% d'entre elles ont souligné positivement le fait de sortir de chez elles, de connaître d'autres personnes et de se faire des amis. Ensuite, 16% ont mis en évidence que ce travail permettait de gagner plus d'argent. Ainsi, ce travail précaire était vu comme une chance par les temporaires, devenant une activité attractive pour ces femmes. Devenir temporaire offrait la possibilité d'avoir un salaire et de se constituer un capital monétaire, d'être plus autonome économiquement et pouvoir peser dans les prises de décision individuellement et au sein du groupe familial. L'insertion de ces femmes dans le marché du travail agricole a représenté ainsi un véritable paradoxe. D'un côté, il a signifié une prolétarisation, une précarisation et une surexploitation tant dans la sphère du travail qu'en dehors de celle-ci. De l'autre côté, il a offert une possibilité réelle de développement personnel et de modernisation en permettant l'accès à une société de consommation sans précédent. Voici encore quelques questions. Répondez s'il vous plaît aux questions et revenez au cours si vous en ressentez le besoin. Cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois trouvé vos propres réponses. Voici la référence bibliographique de cette thèse préparée sous ma direction à l'École des hautes études en sciences sociales et accessible sur thèse.fr. J'indique aussi une introduction à l'anthropologie économique
qui pourraient vous intéresser en complément de cette séance.